Il régnait un silence assez calme à la station-service. Il était environ 10h moins le quart, et il n'y avait aucun client dans le magasin. Mon collègue et moi étions en train de faire les tâches habituelles de nettoyage. J'étais occupé à nettoyer les grandes portes vitrées quand mon collègue m'a dit quelque chose. Je me suis retourné pour lui répondre, et en me remettant à nettoyer la porte vitrée, j'ai failli me faire dessus en voyant un homme grand, portant un pull et un bonnet, mais surtout, l'objet qui m'a le plus effrayé, un masque noir. Mon esprit s'est mis à s'emballer. J'ai cherché à attraper mon trousseau de clés pour verrouiller la porte, mais l'homme avançait trop vite. Il était déjà à l'intérieur avant que je n'ai pu détacher les clés de mon pantalon. L'homme m'a regardé, et dans ma tête, je me suis dit qu'il était en train de m'évaluer. Je me suis préparé à ce que cet homme avait prévu de faire. Mon cœur battait à 100 à l'heure, et j'ai presque cru que c'était la fin, que nous allions nous faire braquer. C'est alors que l'homme a baissé son masque pour révéler son visage et a demandé si nous avions des toilettes. Je lui ai fait un signe pour lui indiquer où elles étaient, et en s'éloignant, il a relevé son masque. Il est passé près de mon collègue, qui s'approchait rapidement mais discrètement de moi. Nous étions tous les deux choqués par la situation, mais nous espérions tous les deux que cet homme ne cherchait pas à faire de mal. 5 minutes plus tard, l'homme est revenu des toilettes et a rapidement quitté le magasin. Après un moment, mon cœur a cessé de battre la chamade et les choses se sont calmées. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose. J'avais vu un homme qui ressemblait beaucoup à l'homme masqué rôder autour de la station, en regardant à l'intérieur à travers les fenêtres. Je ne sais pas s'il s'agissait de la même personne ou non, mais après y avoir réfléchi un moment, j'ai réalisé que cet homme envisageait peut-être de causer des ennuis. Mais en voyant mon collègue de 2 mètres pesant environ 90 kilos s'avancer vers lui, il avait probablement changé d'avis. Ce soir, je dois retourner fermer la station. Je vais prendre des mesures de protection supplémentaires sur moi, mais j'espère qu'il ne reviendra pas. Et s'il revient, qu'il ne portera pas ce masque. Tout employé de station-service a cette peur d'être victime d'un braquage, et l'année dernière, une station de la même chaîne pour laquelle je travaille, dans la même ville, a été braquée. Cette peur est donc particulièrement réelle pour moi. Quand j'étais encore adolescent, j'ai pris un emploi à temps partiel pour remplir des étagères dans un supermarché. Comme beaucoup de jeunes de mon âge, on m'a automatiquement attribué le quart de nuit. Pas d'école, pas de problèmes avec les horaires. Tu es sur le 3e quart. Beaucoup de gens détestent ça et ne se donnent même pas la peine de se présenter pour leur premier quart. Mais ce planning me convenait. J'ai toujours été un oiseau de nuit, donc travailler à des moments où je suis normalement éveillé ne m'a jamais vraiment dérangé. Donc, ce matin-là, je marchais dans l'allée centrale et j'ai remarqué un type se promenant dans le magasin. Il avait l'air plus âgé, vêtu d'un costume mal ajusté. Je n'y ai pas vraiment prêté attention au début car parfois le directeur régional arrivait tôt à 7 heures. Quand on s'est approché l'un de l'autre, j'ai pu mieux voir son visage. À environ 3 mètres de distance, je lui ai souhaité une bonne journée, mais je ne voyais toujours pas très bien son visage. Il m'a répondu joyeusement « Bonjour », et j'ai simplement continué mon chemin vers la réserve sans trop y penser. La responsable de l'équipe du matin est entrée dans la réserve et a commencé à me donner les consignes pour les articles saisonniers dont je devais m'occuper ce matin-là. Après avoir fini de me donner mes tâches, je lui ai demandé qui était le type de la direction qui était venu ce matin. Elle m'a lancé un regard bizarre, a laissé échapper un petit rire, puis m'a dit que personne n'était attendu. Elle m'a demandé une description que je lui ai donnée. Elle pensait que ça pouvait être le nouveau responsable marketing régional, mais ça ne collait pas car il n'a pas de clé et ils ne viennent jamais à 2 heures du matin. Elle s'est précipitée vers le bureau administratif voisin pour voir si quelqu'un était attendu et je suis retourné travailler. Un peu plus tard, ma responsable est revenue avec d'autres questions sur l'homme que j'avais vu. Elle m'a même demandé si je tentais de lui faire une blague. Quand j'ai dit non, elle m'a demandé si j'avais bu quelque chose. J'ai juré que j'avais bien vu cet homme et qu'on avait même échangé quelques mots. Il n'y avait aucun moyen que je me sois trompé ou que j'invente quoi que ce soit. Ma responsable est l'une des personnes les plus confiantes et joyeuses que je connaisse. Elle est honnêtement un plaisir à côtoyer et elle est toujours de bonne humeur. C'était la seule fois où je l'avais vue devenir vraiment sérieuse. Elle n'a pas souri du tout en me demandant de l'accompagner au bureau pour vérifier les enregistrements des caméras.
Je pensais qu'elle était juste inquiète d'avoir raté une visite de la direction, mais je ne savais pas que quelque chose d'entièrement différent était en train de se passer. J'ai vraiment été impressionné par le type de technologie de caméra auquel la direction avait accès. Ils n'utilisaient pas seulement les caméras pour des raisons de sécurité, mais aussi pour la recherche marketing, avec un logiciel qui capturait le comportement d'achat pour aider le magasin à identifier où placer les articles dans les rayons. Pour un geek comme moi, c'était assez impressionnant. Elle a lancé l'interface des caméras et réglé le minuteur à l'heure de notre arrivée. Quand je me suis vu marcher dans l'allée, il n'y avait personne d'autre avec moi. Je ne me souvenais plus exactement de l'endroit où j'avais croisé ce type, mais j'ai pensé que cela devait être à un autre endroit que celui montré par les caméras. Avec le même regard inhabituellement sévère sur son visage, elle m'a demandé si j'étais saoul. À ce moment-là, je commençais vraiment à douter de ma propre santé mentale, mais j'étais déjà fatigué et je me sentais comme si je devenais fou. Elle a affiché un autre angle de caméra, et cette fois, nous avons vu une silhouette sombre bouger à l'arrière du magasin. Elle se déplaçait rapidement, se faufilant entre les portants de vêtements, les vêtements bougeant sur leur cintre. J'ai été vindiqué. J'ai presque sauté de joie en pointant du doigt et en lui disant que c'était la personne que j'avais vue. Je n'étais ni saoul ni fou. Il y avait bien eu un visiteur dans ce magasin ce matin-là. Ma responsable a continué à changer les angles de caméra pour essayer d'obtenir une meilleure vue de cet homme en costume. Sous un autre angle, on pouvait distinguer la même silhouette sombre qui devait être le visiteur, mais cette fois, elle se déplaçait très vite et près du sol, presque comme si elle courait à quatre pattes, comme un animal. Je lui ai dit qu'il était impossible que l'homme que j'avais vu soit aussi athlétique. Il avait bien la cinquantaine et paraissait assez frêle dans ce costume mal ajusté. Nous avons ensuite vérifié les caméras couvrant les entrées, à partir du moment où nous étions tous arrivés, dans l'espoir de le voir sortir pour obtenir une meilleure vue de lui. C'est à ce moment-là que nous avons réalisé qu'il était probable que la personne que j'avais vue errer dans les allées soit toujours dans le magasin, cachée, quelque part en train de rôder. C'est à ce moment-là que ma responsable a décidé d'appeler la police pour des raisons de sécurité. Elle a appelé tous les membres de l'équipe dans le salon du personnel sous prétexte d'une réunion d'équipe. Elle a dit à l'opératrice du 911 de venir à l'arrière du bâtiment car elle pensait que l'intrus était toujours au milieu du magasin. Nous avons continué à regarder les différentes caméras jusqu'à ce que la police arrive dans notre bureau. 2 agents sont entrés et nous avons commencé à leur transmettre les informations que nous avions. Après avoir expliqué que nous croyions que la personne était toujours dans le bâtiment, un des policiers a proposé de rester avec nous pendant que l'autre se porterait volontaire pour inspecter le magasin. L'agent resté avec nous a demandé à voir les images de vidéosurveillance. J'ai passé mon temps à observer son visage plutôt que les images. Il était visiblement confus et perturbé par ce qu'il voyait. À un moment donné, il nous a même demandé si nous étions sûrs qu'il ne s'agissait pas d'un chien errant ou quelque chose de similaire. Il a examiné le matériel de vidéosurveillance et a demandé à ma responsable de quelle année il datait. Elle lui a expliqué qu'il était tout neuf et qu'il avait récemment été testé et qu'il n'y avait aucune raison pour que des flous ou des distorsions apparaissent. Il a commencé à remettre en question la qualité de la vidéo et c'est alors que je lui ai expliqué que j'avais vu cet homme ce matin et qu'il avait l'air tout à fait normal, compte tenu de l'obscurité. J'ai expliqué que nous nous étions dit bonjour et qu'il portait des vêtements d'affaires classiques. Je n'avais certainement pas imaginé toute cette histoire. En moins de 10 minutes, d'autres policiers sont arrivés et ils ont effectué une recherche complète du magasin. Nous sommes tous restés à l'arrière en regardant les policiers visionner les vidéos. Après avoir visionné toutes les images et fouillé tout le magasin, personne n'a été trouvé et aucune vidéo ne montrait cet homme sortir. Ils ont sorti leurs papiers et commencé à nous interroger. Pendant ce temps, nous avons visionné toutes les caméras en mode accéléré pour voir si nous pouvions le repérer avant notre arrivée. Nous avons trouvé une instance où un manteau tombait du cintre sur le sol, mais il n'y avait personne autour. Aucun enregistrement de quelqu'un, à part l'équipe qui avait fermé le magasin, n'a été trouvé. Le journal d'accès du système d'entrée a été consulté, mais aucun intrus ou demande d'accès n'avait été enregistré. Finalement, il n'avait aucune idée de qui c'était ou de ce qui s'était exactement passé.
Un rapport a été rédigé et la vidéo a été prise. Les policiers sont allés dans les magasins voisins pour vérifier leurs caméras, mais ils n'ont rien trouvé non plus. Nous avons ouvert le magasin à l'heure habituelle et aucune étagère n'avait été remplie au préalable. Je ne dis pas que ce qui s'est passé ce matin-là était surnaturel, mais la capacité de cet homme à apparaître et à disparaître est quelque chose que je n'oublierai jamais. Il y a des personnes étranges qui rôdent à l'aube, et je prie juste de ne jamais avoir à croiser à nouveau leur chemin. Pendant la majeure partie de la vingtaine, j'étais technicien en système de munitions dans l'US Air Force, servant dans un immense dépôt de munitions en Allemagne. Cet endroit comprenait une douzaine de bâtiments, dont de nombreux bunkers souterrains contenant littéralement des milliers de bombes. En tout, le site devait couvrir environ 17 ou 18 km². Ce dépôt particulier était entièrement boisé et fortement peuplé de faune sauvage. La plupart des sites de ce genre sont déboisés en raison des risques évidents d'incendie, mais la région de Bavière où se trouvait ce dépôt de bombes exigeait que la zone soit maintenue comme réserve naturelle. 2 fois par jour, nous devions effectuer une vérification de sécurité du périmètre pour nous assurer qu'aucun trou n'avait été coupé dans la clôture et que tous les bâtiments étaient fermés et verrouillés. Ces vérifications étaient généralement effectuées par les équipes du matin et de l'après-midi, sauf si elles commettaient une erreur. Malheureusement pour moi, cela s'est produit une fois, vers 1h du matin. Ce soir-là, un supérieur s'est soudainement rendu compte qu'il n'y avait pas eu de vérification de sécurité en soirée. Il a donc débarqué dans notre bureau et nous a demandé de la faire, sous peine de sanctions disciplinaires. Mon camarade et moi venions de finir nos tâches habituelles et étions sur le point de jouer à la Xbox pendant 1 heure ou 2. Naturellement, c'est nous qui avons été volontairement désignés pour accomplir cette tâche. À contre-cœur, nous avons attrapé nos radios et nos lampes de poche, puis nous nous sommes dirigés vers la flotte de véhicules pour prendre un camion. Nous avons d'abord effectué la vérification du périmètre de la clôture. Ce n'est pas une tâche énorme, mais nous devions rouler assez lentement pour bien voir, ce qui en fait une corvée assez chronophage. Vers 2 heures, nous avons commencé les vérifications des bâtiments. Mon collègue a décidé qu'il voulait prendre une pause cigarette avant de continuer, car cela allait encore durer environ 1 heure. Il a éteint le moteur du camion et a baissé la ridelle. Puis nous sommes sortis pour rester dans l'obscurité totale pendant qu'il fumait. À ce jour, je ne comprends toujours pas pourquoi il a éteint l'allumage. Quand nous sommes remontés dans le camion et avons tenté de le redémarrer, rien ne s'est produit. Le moteur ne voulait pas démarrer, pas de bruit, rien du tout. J'ai pensé que la batterie devait être à plat ou quelque chose du genre. Nous avons alors tenté de joindre le poste de commandement via radio pour signaler la panne. Encore plus agacés, vu que nous n'étions même pas censés être là, nous avons essayé encore et encore, mais sans succès. Aucune réponse, juste du silence. J'ai dû manipuler la radio pendant au moins 5 minutes avant que nous ne nous résignions à l'idée de devoir rentrer à pied jusqu'au baraquement. Nous aurions dû rester sur la route, cela aurait représenté environ 1 kilomètre de marche jusqu'à la route principale, puis encore environ 5 kilomètres vers l'est. Ce n'était pas une distance particulièrement longue, mais comme je l'ai dit, nous étions vraiment en colère d'être coincés là. Nous avons donc décidé, de manière insensée, de prendre un raccourci à travers les bois. Les arbres étaient si denses qu'il était difficile de se frayer un chemin, même avec nos lampes torches. Cela ne faisait probablement que 20 minutes que nous avions laissé le camion, mais on aurait dit des heures avant que nous ne tombions sur une rangée de bâtiments. Ces bâtiments étaient des structures en briques de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, pratiquement en ruine, rouillées de partout et recouvertes de mousse. Nous y stockions uniquement des MK-82, le type de munitions aériennes le plus basique et le moins cher. Nous avons commencé à marcher le long du chemin de gravier bordé par ces bâtiments, en passant devant l'un après l'autre, jusqu'à ce que nous soyons absolument choqués de voir l'une des portes latérales grande ouverte. C'était vraiment mauvais, très mauvais. Des personnes mal intentionnées auraient pu s'introduire et voler une grande quantité d'explosifs à vendre sur le marché noir. Ce genre de situation peut entraîner non seulement l'expulsion de l'armée, mais des peines de prison de longue durée.
Mon camarade s'est précipité pour signaler cela via sa radio, mais comme auparavant, il n'y avait aucune réponse de la part du poste de commandement. Je comprends que l'équipement s'est considérablement amélioré depuis ma période de service, mais à l'époque, nos radios personnelles étaient notoirement peu fiables. Une des méthodes pour les réparer consistait même à les laisser tomber d'une hauteur de 2 mètres. Pour la deuxième fois de la nuit, nous avons réalisé avec une certaine gravité que nous devrions fouiller l'endroit nous-mêmes. Nous avons sorti nos armes de poing et avons commencé à approcher de la porte ouverte. Ça sentait le béton mouillé et la moisissure. En éclairant l'intérieur avec ma lampe, j'ai vu une rangée de bombes, probablement des centaines, voire des milliers. Lorsque nous avons été satisfaits que l'endroit était vide, nous avons commencé à repartir, prêts à courir au poste de commandement pour leur annoncer la mauvaise nouvelle. Mais c'est alors que je l'ai entendu. Le hurlement le plus terrifiant que j'ai jamais entendu de ma vie. Quelque chose était dans le bunker avec nous. Mon cœur s'est arrêté et nous avons tous les deux paniqué à l'idée de ce que cela pouvait être. Puis, nous avons pris nos jambes à notre cou, traversant la forêt aussi vite que nous le pouvions. Nous avons trouvé une petite clairière dans les arbres, éteint nos lampes torches et avons commencé à revenir doucement vers le bunker, armes dégainées, les sécurités désactivées. Nous étions là, haletants, fixant la porte. Quoi que ce soit, ça ne semblait pas vouloir nous suivre dehors. Mais nous savions aussi que nous devions refermer cette porte. Terrifiés, nous avons lentement approché la porte, en veillant à ne pas diriger la lampe directement vers l'ouverture. Nous nous sommes arrêtés à environ 1 mètre de la porte, avons pris notre courage à 2 mains, puis nous l'avons refermée d'un coup, la verrouillant avant que quoi que ce soit ne puisse s'échapper. Nous avons pensé que la crise était évitée. Tremblants, nous avons commencé à marcher sur le chemin de gravier vers la route principale, prêts à dire au commandement que quelque chose était piégé à l'intérieur de l'unité non sécurisée 65. Mais alors que nous étions à environ 800 mètres des baraquements, un autre hurlement a retenti dans la forêt. Nous nous sommes figés. Le son provenait de juste devant nous. C'était le cri le plus horrible que j'ai jamais entendu de mes propres oreilles. J'ai dirigé ma lampe vers l'avant, mais tout ce que je pouvais voir, c'était de la végétation dense et sombre. J'ai commencé à percevoir des mouvements autour de nous, puis nous les avons vus, des yeux, brillant dans le faisceau de ma lampe. J'ai déplacé la lumière dans tous les sens, paniqué, alors que de plus en plus de paires d'yeux jaunes brillants apparaissaient dans la nuit noire. Des yeux partout, de grands yeux jaunes, fixés sur nous. Nous étions littéralement entourés. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus faire un son. Nous étions figés, paralysés par une terreur totale, regardant un troupeau de cerfs se lever de leur sommeil et s'éloigner paresseusement. Nous avons alors éclaté de rire. Je n'avais jamais été aussi soulagé de ma vie. Une fois que nous avons réalisé à quel point nous étions de vrais froussards, nous avons continué notre chemin jusqu'au baraquement. Le fait de traverser cette forêt noire comme du jet, et d'entendre ces cris nous avait préparé à une peur pure et simple. Il s'est avéré que les hurlements provenaient d'un hibou. Oui, je sais, un hibou, de toutes les choses. Une enquête préliminaire a révélé que c'était en fait un groupe d'adolescents allemands d'une ville voisine qui s'était introduit dans le dépôt de bombes. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'il y avait à l'intérieur et ont pris peur en découvrant les bombes, d'où leur fuite précipitée laissant les portes grandes ouvertes. Des têtes sont tombées en conséquence. Le colonel de la base a été remplacé par un autre, beaucoup plus strict. Même si nous détestions ce nouveau chef, il n'y a jamais eu d'autres incidents nous obligeant à traverser la forêt en pleine nuit, et pour cela, nous étions extrêmement reconnaissants. Je travaille de nuit dans les unités sécurisées d'une maison de retraite ici, au Massachusetts. Pour ceux qui ne le savent pas, l'unité sécurisée de toute installation médicale est l'endroit où sont hébergés les patients à risque, c'est-à-dire ceux souffrant de maladies mentales, de maladies dégénératives ou ayant des problèmes de comportement, ce qui les empêche d'avoir la même liberté que les autres patients. Quand je suis de nuit, je suis à peu près enfermé seul avec les patients, leur chambre étant fermée, séparée du long couloir faiblement éclairé où se trouve mon bureau. Personne n'aime travailler là-haut la nuit. Ce n'est pas forcément plus animé,
mais le manque de soutien te fait sentir un peu vulnérable. Bien sûr, je peux toujours appeler de l'aide auprès des autres infirmiers de nuit en cas d'urgence, mais sinon, c'est à peu près 1 ou 2 personnes pour toute l'unité. Et, il faut bien l'admettre, parfois, ça peut devenir un peu effrayant. Certaines nuits, je ne crois pas du tout au surnaturel. J'ai été infirmier bien trop longtemps pour encore prêter attention à des histoires d'esprit ou autres bêtises du genre. Mais il y a eu quelques incidents dans l'unité qui m'ont fait flipper, et je vais en partager quelques-uns. Une nuit, j'étais en plein milieu de mon service de nuit. Il devait être 2 ou 3 heures du matin, et le service était tellement calme qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Alors, quand j'ai entendu une voix venant du fond du couloir, ça m'a tout de suite mis sur les nerfs. « Je te vois », disait-elle. C'était une voix presque enjouée. Je me suis levé de mon bureau et j'ai regardé autour de moi, mais j'étais seul. Il n'y avait personne dans le couloir et tous les patients dormaient encore. « Je te vois », a répété la voix, encore plus effrayante cette fois-ci. J'ai essayé de trouver la source, mais elle semblait résonner partout dans le couloir. J'ai vérifié chaque chambre, mais tous mes patients dormaient profondément. Je tremblais presque en retournant à mon bureau et je suis resté paralysé par la peur pour le reste de mon service. J'ai raconté à une des autres infirmières ce que j'avais entendu lorsqu'elle est arrivée le matin pour prendre la relève. Quand je lui ai décrit les paroles de la voix, elle est restée silencieuse avant de me dire solennellement qu'un des patients récemment décédés avait l'habitude de dire cela à sa petite fille quand elle venait lui rendre visite. Elle se cachait derrière le rideau, comme un jeu, et c'est alors qu'il disait « Je te vois » d'une manière chantante. Finalement, nous avons découvert que c'était quelqu'un qui parlait en dormant. Cette personne avait assisté à ce petit jeu entre le grand-père et sa petite-fille, et l'avait inconsciemment intégré dans son esprit. Explication totalement rationnelle, mais pendant un temps, nous étions tous vraiment effrayés. Nous avions une petite dame adorable dans l'unité, dont la voisine de lit n'était pas une personne très agréable. Pas seulement impolie ou sarcastique, mais carrément vile et méchante. Elle était horrible avec tout le monde, aussi bien les patients que les infirmiers, mais elle était particulièrement odieuse avec cette douce petite dame qui partageait sa chambre. Malgré cela, la petite dame souriait simplement et l'ignorait, se concentrant sur son tricot, même si l'arthrite lui faisait terriblement mal aux doigts. « Mieux vaut rester occupé, garder l'esprit en mouvement », disait-elle toujours. Nous étions tous très tristes quand elle est décédée dans son sommeil. Une fin paisible. Merci à Dieu pour ce petit soulagement. Mais ce qui était vraiment étrange dans cette histoire, c'est le comportement de sa méchante voisine après son décès. Soudain, cette voisine, si peu aimable, était absolument terrifiée à l'idée de dormir dans cette chambre. Elle refusait catégoriquement de dormir dans le lit, où auparavant nous avions tant de mal à la faire sortir. Et si par chance nous réussissions à la mettre au lit, elle nous suppliait anxieusement de laisser la lumière allumée. Une nuit, elle a même réussi à sortir dans le couloir sans son fauteuil roulant, ce qui, honnêtement, était déjà effrayant en soi. Je ne l'avais jamais vue marcher sans aide. Elle était hors d'haleine, avec une peur intense dans les yeux, une peur que je n'avais jamais vue chez elle auparavant. J'ai moi-même appelé du renfort et une autre infirmière et moi l'avons emmenée dans la salle de télévision, où nous l'avons laissée dormir dans un des fauteuils inclinables. Elle ne l'a jamais dit clairement, mais nous étions tous enclins à penser qu'elle avait peur que la petite dame qu'elle avait si maltraitée ne revienne lui rendre visite durant la nuit. La prochaine histoire est probablement celle qui a le plus effrayé le personnel infirmier, donc je vais terminer avec celle-ci. Nous avions une grand-mère grecque qui séjournait chez nous depuis un moment. Elle était une immigrante de première génération qui avait vécu près de Boston pendant de nombreuses années, sans jamais vraiment apprendre l'anglais. Elle parlait sans cesse, impossible de comprendre ce qu'elle disait, mais elle parlait assez fort pour qu'on l'entende tout au bout du couloir. Quand je descendais pour vérifier son état, elle arrêtait de parler et faisait semblant de dormir, pour ensuite reprendre sa conversation à sens unique une fois que j'étais retourné à mon bureau. Cela s'est produit plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle s'endorme vraiment, mais c'était un rituel presque chaque nuit. Elle répétait le même processus, parlant toute seule à haute voix jusqu'à ce qu'elle tombe de sommeil. Un jour, son fils est venu lui rendre visite. Ce soir-là, j'ai sauté sur l'occasion pour lui demander pourquoi sa mère parlait toute seule,
avant de s'endormir. Il lui a posé la question en grec, mais l'expression qu'elle a affichée ne nécessitait aucune traduction. Elle avait l'air de penser que son fils venait de lui poser la question la plus stupide du monde avant de répondre avec seulement quelques mots « L'homme dans ma chambre ». Son fils m'a traduit « Elle parle à son ami ». Je n'ai pas besoin d'ajouter que cette grand-mère dormait dans une chambre où il n'y avait pas d'homme. Je suis presque sûr qu'elle s'imagine son ami. Elle montrait certainement des signes précoces de démence, mais 1 ou 2 autres infirmiers ici ne croient pas qu'elle perd complètement la tête. Ils disent qu'elle est la personne la plus lucide de l'unité, même si elle ne peut pas parler anglais. Peut-être que c'est parce que les résidents ici sont si proches de la mort. Peut-être que c'est parce que le personnel est constamment en contact avec cette réalité. Ou peut-être que c'est juste notre façon de gérer le stress de ce travail. Mais certaines choses se produisent ici que nous ne pouvons pas totalement expliquer. Et peut-être que c'est juste parce que nous ne voulons vraiment pas les expliquer. Quand j'étais à l'université, je travaillais de nuit dans un pub à quelques kilomètres de la maison de mes parents. Nous vivions à la campagne, donc je devais faire la navette jusqu'à Leeds en semaine, tandis que le week-end, je passais mes nuits à gagner l'argent nécessaire pour mes soirées. L'important, c'est qu'après ma fermeture au pub, je devais marcher environ 4 kilomètres sur des chemins de campagne étroits et mal éclairés pour rentrer chez moi. Oui, il y avait un service de taxi dans le village voisin, mais le week-end il était pratiquement toujours complet. Et je n'avais pas envie de dépenser le salaire de ma soirée sur un taxi après chaque service. J'étais ce genre d'étudiant frugal. L'un des grands avantages de travailler dans un pub à la campagne, c'est que les pourboires étaient incroyables. Le sens de la communauté et les valeurs à l'ancienne faisaient que les ouvriers agricoles et les nobles laissaient toujours un pourboire. Parfois, c'était quelques centimes à prendre soi-même. Mais d'autres fois, ils laissaient 4 ou 5 livres en trop, surtout après avoir un peu trop bu et se sentant généreux. Bref, mes services se terminaient généralement vers 23h30, une fois que la dernière commande était passée et que nous avions nettoyé les bars. Ensuite, tout le personnel restait généralement pour boire un verre jusqu'à minuit avant de rentrer chez soi. Ce samedi-là en particulier avait été extrêmement chargé. Le temps était magnifique, et il y avait un festival de jardinage dans la région, ce qui signifiait que des gens de partout étaient venus au pub, ajoutant à mes pourboires. À la fin de la soirée, j'avais accumulé 112 livres, plus d'argent que je n'avais jamais eu de ma vie. Je me serais menti si j'avais dépensé une partie de cet argent pour un taxi, surtout avec quelques pintes dans le ventre qui allaient de me ramener chez moi sans souci. Donc, je suis parti, me baladant joyeusement vers chez moi, me sentant comme un homme très riche, tout en planifiant comment j'allais dépenser cette petite fortune. Il faisait nuit noire, vraiment sombre, avec seulement un petit croissant de lune dans le ciel pour éclairer mon chemin, mais j'étais trop euphorique et joyeux pour m'en soucier. À aucun moment je n'ai pensé que je pourrais être en danger. Après environ 1 kilomètre de marche, j'écoutais du AC/DC dans mes écouteurs quand j'ai vu les phares d'une voiture s'approcher derrière moi. Elle est passée lentement en première, puis en deuxième. J'ai d'abord pensé que le conducteur allait me demander son chemin, mais la voiture a continué sans s'arrêter. Comme je l'ai dit, beaucoup de citadins passaient par le village à cause du festival, donc je n'ai rien pensé du fait de ne pas reconnaître la voiture ou son conducteur. Mais après qu'elle ait passé environ 300 mètres, elle s'est simplement arrêtée au milieu de la route. Je l'ai observée un moment, puis j'ai continué mon chemin sans m'inquiéter, jusqu'à ce que je réalise qu'elle ne repartirait pas. J'ai eu le plus étrange sentiment qu'elle attendait quelque chose, qu'elle m'attendait. Je sais que cela semble paranoïaque, mais parfois on ressent juste quelque chose de mal, une sorte de nœud à l'estomac qui te dit que quelque chose ne tourne pas rond. Alors, moi aussi, je me suis arrêté sur le bord de la route, fixant les feux arrière de la voiture jusqu'à ce qu'elle démarre enfin et disparaisse dans la nuit. Je n'étais pas effrayé, mais je pense que je peux remercier la bière pour ça. Si cela m'était arrivé alors que j'étais sobre, je sais que j'aurais eu beaucoup plus peur. Je ne suis pas un dur à cuire, vraiment pas, donc quand, quelques minutes plus tard, j'ai vu une paire de phares arriver en face de moi, je n'étais pas du tout inquiet. Je continuais à marcher,
tandis que la voiture me dépassait, mais j'ai réalisé que c'était la même voiture que tout à l'heure. Et comme avant, elle s'est arrêtée à quelques centaines de mètres devant moi. Là, j'étais convaincu que c'était juste une voiture de citadin perdue dans la campagne. Alors, encore une fois, je me suis arrêté sur le bord de la route, pensant qu'ils allaient en faire marche arrière pour me demander leur chemin. Mais non, la voiture a fait demi-tour au milieu de la route, éteint ses phares, et a commencé à avancer lentement dans ma direction. Je n'étais pas effrayé avant, mais là je l'étais. En fait, je n'ai pas honte d'admettre que j'étais complètement et totalement terrifié. Je n'avais aucune idée de ce que le conducteur et ses passagers avaient en tête, mais cela ne pouvait pas être bon. Mon esprit s'emballait avec des scénarios macabres, vol, kidnapping et pire encore. J'ai simplement commencé à courir, cherchant une ouverture dans les haies pour sauter dans un des champs voisins et me cacher. J'ai finalement trouvé un passage, escaladé un muret en pierre, me griffant sévèrement les coudes au passage. Ma première idée a été de sortir mon téléphone de mon sac pour appeler la police, mais la lumière de l'écran aurait permis au conducteur de me repérer rapidement. J'ai paniqué, jeté le téléphone au fond de mon sac et décidé que la meilleure option était de rester caché. Même si je réussissais à appeler la police, elle mettrait du temps à arriver et il serait peut-être déjà trop tard. Je me suis donc accroupi au pied de la haie, mort de peur, en espérant que le conducteur penserait que j'avais fui à travers les champs. La seule chose sur laquelle je comptais à ce moment-là, c'était mon ouïe. J'écoutais attentivement le bruit des pas, le moteur de la voiture, tout ce qui pourrait me donner une idée de ce qui se passait de l'autre côté de la haie. C'est un cliché, mais les quelques minutes qui passaient semblaient durer une éternité, et pendant ce temps je n'ai rien entendu. Pas un seul bruit venant de la route. Quand j'ai estimé que c'était sûr de jeter un œil, j'ai commencé à me déplacer lentement vers la haie où j'avais sauté, me préparant à jeter un coup d'œil par-dessus le muret. C'est à ce moment-là que j'ai entendu le bruit des portières de voiture qui se refermaient. Pas une, mais 2 ou 3 portières qui se fermaient en même temps. La voiture n'avait pas bougé tout ce temps. Ils étaient restés là, dans l'obscurité, attendant que je sorte de ma cachette. Mon cœur battait à tout rompre à ce moment-là. Il est impossible de décrire à quel point c'est terrifiant de savoir qu'on est chassé par un groupe de parfaits inconnus. J'ai simplement pris mes jambes à mon cou, traversant le champ aussi vite que possible en direction d'une petite forêt. Je connaissais bien la région, donc même si je ne savais pas exactement où j'allais, peu importait à ce moment-là. C'était soit courir, soit être attrapé par ces types qui me traquaient. Je me suis caché dans les bois aussi longtemps que possible, observant le champ que je venais de traverser, à la recherche d'ombres ou de lumière de torches. Mais encore une fois, il n'y avait rien. Quand j'ai estimé que la voie était libre, j'ai pris la direction opposée, traversant des champs et restant loin des routes jusqu'à ce que je retrouve mon chemin pour rentrer chez moi. Même si c'était au milieu de la nuit, j'ai réveillé mes parents et leur ai raconté exactement ce qui s'était passé. Naturellement, ils ont appelé la police et organisé une visite des agents le lendemain matin pour que je puisse donner une description. 1 mois environ s'est écoulé sans nouvelles. J'avais arrêté de marcher pour rentrer et j'avais commencé à dépenser de l'argent pour des taxis, juste pour m'assurer de rentrer en toute sécurité. J'avais presque réussi à oublier ce qui s'était passé, ou du moins, à l'enfouir au fond de ma mémoire. C'est à ce moment-là que la police a rappelé. Les types avaient été arrêtés pour avoir agressé un vieil homme dans un village à quelques kilomètres de chez nous. Il faisait partie d'un gang basé près de Leeds, où j'allais à l'université, et il sortait en campagne la nuit, là où il y a peu de caméras de surveillance, pour agresser des gens dans le cadre d'un rite d'initiation. J'étais soulagé qu'ils aient été arrêtés, mais cela me dérange toujours que des gens soient prêts à commettre des violences contre un parfait inconnu. Je marche encore la nuit parfois, mais je n'utilise plus d'écouteurs avec réduction de bruit et je porte toujours un petit couteau, juste au cas où. Si tu travailles de nuit, je te recommande de faire de même. On ne sait jamais qui peut rôder dans l'obscurité, attendant de faire de quelqu'un une victime. Au début de la vingtaine, je travaillais pour une petite entreprise de sécurité. C'était une opération privée avec environ 30 employés au total, donc nous étions tous assez proches. Nous obtenions un contrat avec une usine ou un centre commercial,
Puis c'était à nous de surveiller l'endroit pendant 8 à 12 heures d'affilée quand il était fermé. Souvent, je me retrouvais à monter la garde toute la nuit, seul, dans un bâtiment complètement vide. Durant mes 2 ans dans la sécurité, je n'ai jamais vu une seule chose que je pourrais qualifier de surnaturelle. Je lis beaucoup d'histoires farfelues sur des gens qui voient des esprits ou entendent des voix venues de l'au-delà, et ça me fait toujours rire. Certaines sont bien écrites, je l'admets, mais quiconque a travaillé de nuit sait que ce ne sont pas les fantômes ou les monstres qui font peur. Ce sont les gens qui représentent le vrai danger. Avec cela en tête, laissez-moi vous parler de Pete. Après environ 1 an de travail dans cette société de sécurité, j'ai été chargé de former de nouveaux membres de l'équipe. Cela signifiait plus d'argent, mais aussi le plaisir de devoir gérer des candidats parfois peu recommandables. Alors, quand mon patron m'appelle pour me demander de rencontrer un stagiaire sur un site éloigné à 5 heures du matin, je n'étais pas particulièrement ravi, mais j'ai quand même accepté. Un appel aussi matinal signifiait quelques heures de double rémunération, et je ne pouvais pas refuser ça. Le lendemain matin, je me retrouve sur le parking de ce grand complexe industriel, sirotant encore ma thermos de café pour me réchauffer en cette matinée glaciale du Michigan. Il est environ 5 heures moins le quart, et je suis encore à moitié endormi, alors je sors de la voiture pour fumer en attendant que le nouveau stagiaire arrive. Je n'attends pas longtemps quand une voiture arrive. J'assume que c'est le stagiaire et commence à marcher vers la voiture tandis qu'elle ralentit. C'est alors que le moteur rugit brusquement et que la voiture repart en trombe. Évidemment, je suis un peu surpris, donc je reste là à la regarder, perplexe, alors qu'elle commence à tourner en rond dans le parking, roulant de manière erratique. Je me dis que c'est bien le gars que je vais former, un type nerveux, un peu trop excité, et qu'il ne passera jamais sa période d'essai. Génial. Je finis ma cigarette tandis que la voiture revient enfin et se gare, non loin de l'endroit où je me tiens. Mais le conducteur ne sort pas. Il reste là, assis, me fixant depuis son siège, l'air méfiant. De mon côté, je le regarde aussi, le visage marqué par la confusion. C'est alors que je remarque 2 enfants sur le siège arrière, pas plus âgés que 10 ou 11 ans, et je commence vraiment à me demander ce qui se passe. C'est là que je comprends que ce n'est pas un stagiaire ordinaire, pas du tout. C'est Pete. Pete a une apparence très négligée, comme s'il avait travaillé dans les mines de charbon ou fumé comme un pompier depuis son plus jeune âge. Ses vêtements et son comportement le situent dans la trentaine, mais le type ne fait pas un jour de moins de 50 ans. Dieu seul sait ce qu'il a infligé à son corps au fil des ans. Mais si je devais deviner, je parierais sur quelque chose qui commence par un M et finit par un F. Mesurant à peine 1,60 m, Pete est plus large que grand, avec une éruption cutanée douloureuse et croûteuse couvrant de larges parties de son visage, de son cou et de ses bras. Il sort de la voiture, ferme la portière et commence à parler. Cet endroit a besoin d'une petite réparation. Sa voix est rauque, comme si des graviers eux-mêmes pouvaient fumer un paquet par jour. Il tend ensuite la main pour me serrer la main, et quand je baisse les yeux, je remarque qu'il lui manque 2 doigts. J'essaie de ne pas fixer, et je lui rends simplement la poignée de main, me sentant un peu désolé pour lui, même s'il est plutôt étrange. Mais cette sympathie ne dure pas longtemps. Un des jeunes enfants dans la voiture ouvre la portière et tente de sortir. L'enfant est aussi en surpoids, avec une éruption cutanée similaire, mais contrairement à son père, son visage manque totalement de symétrie. Honnêtement, l'enfant était affreux. « Papa, je peux » commence l'enfant, mais Pete l'entend et le coupe net avant qu'il puisse finir. « Remonte dans la voiture, Jacob. » Il a aboyé si fort et si violemment que cela m'a presque fait sursauter. Remonte dans la voiture et n'ose pas ressortir. J'étais stupéfait. Je ne pouvais pas croire que ce type parlait ainsi à son propre enfant, et en plus, devant un futur collègue. Mais malgré ma première aversion pour lui, je devais quand même lui faire visiter l'usine et lui expliquer son rôle. Je suis donc assez nerveux en commençant à faire le tour de l'usine avec Pete, en lui expliquant le système de patrouille que nous avons pour nous assurer que les clôtures ou barrières ne sont pas compromises. Je lui montre toutes les procédures d'urgence en cas d'effraction, ce genre de choses. Et c'est à ce moment-là que je remarque que Pete sent vraiment mauvais. Je sais, ça paraît méchant, mais ça ne m'a pas surpris.
Je veux dire, depuis quand un type comme lui sent bon? Mais ce sont les questions qu'il me posait qui étaient vraiment troublantes. Il m'a demandé si je couchais avec une des filles qui travaillent à l'usine, s'il pouvait chasser sur le terrain, des choses du genre. Il semblait aussi très intéressé par les incidents violents ou menaçants que j'avais vécus pendant mon emploi, insistant pour avoir des détails et prenant un plaisir malsain à écouter mes histoires les plus angoissantes. Quand la visite fut terminée, il essaya de faire la conversation pendant, je ne plaisante pas, une bonne demi-heure. Il continuait de parler, posant les mêmes questions bizarres sur ma vie personnelle. J'ai immédiatement appelé mon patron et lui ai expliqué à quel point ce type était louche. C'était sympa de sa part de donner une chance à ce gars, mais je pensais qu'il représentait un sérieux risque pour nos contrats avec les clients. Mais mon patron ne voulait rien entendre. Pour une raison obscure, il tenait absolument à ce que Pete obtienne le poste. À un moment, je me suis même demandé si nous parlions bien de la même personne et j'ai demandé si nous étions toujours en train de parler de ce Pete. C'est alors que mon patron s'est mis en colère contre moi. Il m'a dit de ne pas remettre en question son jugement et de revenir le lendemain matin à 5 heures pour continuer la formation de Pete. Mon patron ne m'avait jamais parlé ainsi, je pense même qu'il n'avait jamais parlé ainsi à personne. Mais qui était donc ce Pete pour lui? Un ami? Un parent? Je me posais 1000 questions sur le trajet de 2 heures pour rentrer chez moi. Pendant tout ce temps, je me suis demandé pourquoi mon patron défendait un type comme ça. Il n'était pas question que je l'appelle pour lui demander moi-même. Mais il n'était pas non plus question que je passe une autre journée avec Pete. Le lendemain, je me suis retrouvé sous la douche à me frotter pendant une demi-heure, terrifié à l'idée que l'éruption cutanée de Pete soit contagieuse. J'ai pesé mes options et j'ai finalement décidé d'appeler mon patron. Après une longue conversation, il a fini par céder et m'a transféré sur un autre site. Je n'ai jamais eu à revoir Pete. Mais 10 ans plus tard, cette rencontre me hante encore. Je me demande comment vont les enfants de Pete et s'ils sont condamnés à vivre la même vie bizarre que leur père. Il y a presque 20 ans, je travaillais de nuit dans un refuge pour animaux. Je sais que ça remonte à longtemps, mais il s'est passé une chose une nuit qui est gravée dans ma mémoire. Je peux encore me rappeler chaque détail comme si c'était hier. Les textures, les odeurs. C'est quelque chose que je porte en moi depuis près de 2 décennies. Mes horaires étaient de 23 heures à 7 heures du matin, 8 heures de veille sans sommeil qui m'ont épuisé au fil du temps. Les shifts de nuit peuvent être intéressants si on a besoin d'argent, encore mieux si on est antisocial, mais ce mode de vie finit par te ronger. Pour dire les choses simplement, j'avais une carence en vitamine D après seulement 6 mois de travail là-bas. Ce n'est pas une manière de vivre très saine. Le refuge lui-même était assez grand, en forme de fer à cheval, avec une salle d'attente, une série de bureaux, une salle d'examen médical et bien sûr, des centaines de chenilles et cages. Sauf une fois par semaine, quand l'équipe de nettoyage de nuit venait, je passais toutes mes nuits seul derrière le bureau de la réception du refuge. De là, j'avais une vue directe sur les portes d'entrée à travers le verre de sécurité. Mes seules responsabilités étaient de surveiller la ligne d'urgence, de vérifier les animaux de temps en temps et de faire un peu de classement. Je prenais quelques snacks et sandwichs pour les moments de faim au milieu du service, et parfois, j'appelais la pizzeria ouverte 24 heures sur 24 à quelques kilomètres pour qu'ils me livrent une bonne pizza fondante et me donner la force de finir la nuit. Oui, les horaires étaient pénibles, mais travailler au refuge me donnait une grande liberté et ça payait vraiment bien mieux que tous les autres emplois de gardien de nuit que j'avais vus. C'était une période assez heureuse de ma vie, ce qui explique probablement pourquoi cette histoire est si vive dans ma mémoire. C'était un non-événement dans une période joyeuse de ma vie. D'habitude, les rares personnes qui venaient, c'était pour déposer un animal errant qu'ils avaient trouvé ou un qu'ils ne pouvaient plus garder. Le refuge était toujours heureux de les accueillir et de les rendre aussi confortables que possible. C'était plutôt agréable d'être le premier point de contact pour beaucoup de ces animaux. Beaucoup étaient nerveux ou effrayés, et les calmer avec des friandises et des caresses était plus gratifiant que les mots ne peuvent le décrire. Je me suis fait beaucoup d'amis poilus pendant mon emploi au refuge. Je dois ajouter que la seule exception à la politique de sauvetage du refuge concernait les chiens de combat ou les chats sauvages.
Aussi déchirant que cela puisse être, les chiens dressés pour combattre d'autres animaux sont souvent des cas désespérés. Même s'ils sont gentils avec les humains, ils restent dangereux pour les autres animaux, voire les enfants. Ils n'ont donc aucune chance d'être adoptés et finissent souvent euthanasiés, ce qui est si triste que je n'ose même pas écrire à ce sujet. Mais, aussi difficile que soient ces cas, ce qui s'est passé cette nuit-là était bien pire. Il était un peu plus de 3 heures du matin, je venais de terminer une cigarette dehors et je retournais à mon bureau. C'était une de ces nuits d'automne silencieuses, où le silence semble flotter lourdement dans l'air. J'ai alors entendu des pas qui venèrent de loin. Une femme courait à toute vitesse sur le trottoir en direction de l'entrée du refuge, frappant sur le verre et appuyant à plusieurs reprises sur l'interphone dès qu'elle atteignit les portes. En m'avançant pour l'accueillir, j'ai remarqué que ses joues brillaient de larmes fraîches. Il se passait visiblement quelque chose de terrible. Je me suis dépêché de déverrouiller la porte vitrée, essayant de rester calme tout en lui demandant comment je pouvais l'aider. Elle n'a pas répondu tout de suite, ce qui est très inhabituel. Normalement, c'est la première chose que les gens font. Ils ont 1000 questions sur l'adoption, sur les vaccins nécessaires pour un animal, etc. Tout ce qu'elle a demandé, c'était si elle pouvait entrer. Elle n'avait pas d'animal avec elle, donc je commençais à me méfier un peu des raisons de sa présence, mais bon, je ne suis pas du genre à refuser l'accès à une personne bouleversée. Je l'ai donc invitée à entrer, lui ai donné des mouchoirs pour sécher ses larmes, et j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Une fois calmée, elle a commencé à m'expliquer qu'elle avait besoin de récupérer son chat. C'était un problème car je n'étais pas autorisé à rendre les animaux sans les signatures et papiers appropriés, et tout cela était dans le bureau verrouillé d'un des vétérinaires résidents. Il était absolument impossible que je lui rende son animal, surtout pas au milieu de la nuit. Elle devrait revenir pendant les heures normales pour parler à l'un des vétérinaires. C'est à ce moment que les choses ont commencé à déraper. À ma grande horreur, elle m'a expliqué qu'elle était venue plus tôt dans la journée pour faire euthanasier son chat. Elle était revenue pour réclamer le corps afin de donner à son précieux minou un enterrement digne. C'était littéralement ses mots exacts. Elle pleurait encore à ce moment-là et devenait de plus en plus émotive au fur et à mesure qu'elle parlait de son chat décédé. Je voulais juste la faire sortir d'ici. Elle ne paraissait pas étrange au début, mais plus je la côtoyais, plus je comprenais qu'elle n'était pas tout à fait dans son état normal, si vous voyez ce que je veux dire. Comme un idiot, j'ai pris une brève description et suis allé chercher son chat mort. Le refuge conservait les corps des animaux euthanasiés dans de grands tonneaux en plastique bleu. Vous savez, le genre de tonneaux utilisés pour les produits chimiques, avec des couvercles en plastique noir. Ces tonneaux étaient ensuite conservés dans un grand congélateur situé dans le sous-sol du refuge. J'ai accédé à la pièce en question, ouvert le congélateur et commencé à chercher le tonneau scellé la veille. Le trouver était la partie la plus facile du processus, mais en soulevant le couvercle en plastique noir, l'odeur m'a frappé. Même congelés, les animaux dégagent cette légère odeur de décomposition. Mettez-en plusieurs dans un même tonneau et l'odeur devient intense. Je devais fouiller parmi des dizaines de cadavres gelés, les posant sur le sol métallique froid du congélateur, et les examiner pour trouver celui qui correspondait à la description donnée par la femme. Finalement, j'ai trouvé un chat qui semblait correspondre à la description, mais il y avait un problème. Le chat était gelé et collé à un autre cadavre de chat. J'ai essayé de les séparer à main nue, mais c'était impossible. J'ai donc posé le tas de cadavres gelés sur le sol du congélateur, mis un pied sur l'un des chats, et j'ai tiré pour les séparer. Le bruit horrible du craquement m'a presque fait vomir. Une grande partie de la chair gelée du chat s'était déchirée et était restée collée à son partenaire gelé. Gardant celui qui correspondait à la description de la femme en pleurs, j'ai remis l'autre dans le tonneau sans même prendre la peine de le mettre dans un sac opaque. Puis je suis retourné vers elle pour lui rendre son chat. Elle semblait satisfaite et a même essayé de me prendre dans ses bras en partant, mais je n'avais vraiment pas envie de ça. Toute cette situation m'a laissé un goût amer. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle comptait faire de ce chat mort, même si elle m'a assuré qu'elle allait simplement l'enterrer. Parfois, encore aujourd'hui, je me demande ce qui a bien pu arriver à cette femme.